Espace TV, le 22h. C'est un plaisir de vous retrouver au compte de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Promouvoir et accroître les investissements privés et conclure des accords de financement dans de nombreux secteurs. Quelques objectifs du Guinée Investment Forum, la toute première édition. Plus de 1500 participants sont attendus. C'est le président de la République qui a présidé cette première journée. Alpha Condé a réitéré son attachement à la promotion des investissements. La campagne de vaccination contre la poliomyélite en Guinée, c'est du 26 février au 1er mars 2021. Plus de 1300 enfants de moins d'un mois doivent bénéficier de ces vaccins. Les membres du programme étaient en conférence ce mercredi pour sensibiliser les populations. La Guinée dispose de vastes étendues cultivables. Son sous-sol contient également d'immenses ressources énergétiques, mais aussi et surtout un exceptionnel capital minier. La Guinée possède les plus grandes réserves de bauxite au monde. Et pas que le sous-sol du pays contient également d'importantes réserves d'or, de diamants, de fer, de nickel et d'uranium. En contraste avec le niveau de vie des citoyens, nous sommes allés à la rencontre de Guinéens qui tirent le diable par la queue. C'est le grand format du jour avec Mamadou Salou Diallo. Ouverture ce mercredi à Conakry de la première édition du Guinea Investment Forum. Il a pour objectif d'accroître les investissements privés, promouvoir les avantages comparatifs de la Guinée et conclure des accords de financement dans de nombreux secteurs. Il s'agit entre autres des infrastructures, du tourisme et de l'industrie et autres. Ce forum va mobiliser plus de 1500 participants et pour l'ouverture de la cérémonie, c'est le président de la République qui a donné le ton en invitant la Société financière internationale à soutenir les investisseurs guinéens. Alseni Bari, Aboubakar Din Kamara. Guinea Investment Forum va se dérouler en 3 jours. Il est question d'ouvrir des perspectives de développement pour les entreprises nationales et accroître et diversifier les investissements directs des projets en Guinée. Pour réussir ce pari, le ministère en charge des investissements compte sur 1500 participants, dont 300 de nationalité étrangère. Un portefeuille de 70 projets, totalisant les possibilités d'investissement de 2 935 millions de dollars, dont 400 millions, fruits des projets agro-business. C'est un forum innovant qui a pour objectif premier de substantiellement accroître les investissements privés. Cet événement, en plus de promouvoir les avantages comparatifs de la Guinée, s'inscrit dans une volonté de concrétiser les intentions d'investissement exprimées pour conclure des accords de financement dans de nombreux secteurs tels que l'agro-business, les infrastructures, le tourisme, les TIC, les mines, l'industrie et l'énergie. Ce forum permettra donc aux investisseurs nationaux, privés comme publics, aux institutions de financement et les partenaires techniques financiers de nouer de fructueux contacts qui devront aboutir au financement et à l'exécution de projets phares. La Société financière internationale rassure de son accompagnement de la Guinée. La SFI, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour apporter l'accompagnement nécessaire au gouvernement guinéen pour réaliser une croissance accélérée et inclusive à travers un secteur privé guinéen fort, compétitif et capable de créer des emplois de qualité. Le président de la République rassure les bailleurs que la Guinée est une terre d'opportunités et ouverte à tous. Par ailleurs, il interpelle la SFI qu'il invite à financer les investisseurs guinéens pour en faire des champions. Vous avez fait l'investissement Alcoa. Alcoa, c'est une société américaine. Vous avez fait l'investissement à Sheraton, mais très peu d'investissement au niveau des hommes d'affaires guinéens. Ce que nous souhaitons désormais, c'est qu'effectivement, la SFI finance les investisseurs guinéens, les hommes d'affaires guinéens. Je garantis à tous les investisseurs qu'ils auront affaire à une nouvelle Guinée. La Guinée est dotée d'un capital naturel exceptionnel, offrant d'immenses opportunités, notamment dans le secteur minier, agroalimentaire et énergétique. Mais malheureusement, elle semble traîner les pas derrière d'autres nations, une tendance que compte inverser le gouvernement.
En marge de cette cérémonie d'ouverture, le chef de l'État guinéen s'est adressé aux investisseurs expatriés et à ses concitoyens. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Alpha Condé entend s'attaquer à toutes les mauvaises pratiques de son administration et promet de sévir. Mamadou Sadio Baldé et Abakardine Kamara. Au terme de son discours, il laisse couler des larmes pendant que l'hymne national résonnait. Ce n'est pas un discours d'investiture ou de campagne présidentielle, mais il s'agit d'une rencontre où des hommes d'affaires du monde sont réunis pour discuter des questions d'investissement. Alpha Condé choisit ce moment pour recadrer une entreprise. Vous avez fait l'investissement Alcoa. Alcoa, c'est une société américaine. Vous avez fait l'investissement à Sheraton, mais très peu d'investissement au niveau des hommes d'affaires guinéens. Ce que nous souhaitons désormais, c'est qu'effectivement, la SFI finance les investisseurs guinéens, les hommes d'affaires guinéens. Un audit attend le secteur minier et les sociétés de téléphonie pour minimiser les fraudes. Nous allons faire l'audit du secteur minier, du secteur des banques et du secteur des sociétés de télécommunications. Parce qu'avec la dématérialisation des nouvelles technologies, beaucoup de recettes ne rentrent pas. Nous allons faire en sorte que toutes ces recettes rentrent. Inspiré d'un dicton chinois, le président guinéen veut que ses compatriotes soient aussi droits qu'une règle. Je pense que les Chinois disent que quand quelqu'un est tordu à droite, pour le redresser, il faut le tordre à gauche, comme ça il va se tenir droit. La honte a foutu le camp. Il faut désormais faire le gendarme comme celui qui veut maintenir la tête de la tortue au dehors. Vous savez, les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Alors, c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est ce qui va se passer. La sédentarisation des fonctionnaires qui se donnent le plaisir de changer leur date de naissance perturbe le sommeil de Sectouria. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonctionnaires. Si vous voyez leur date de naissance et leur date entrée en fonction, ils sont entrés en fonction à 9 ans. Voilà les inconvénients. Donc, tout ça, ça va être balayé. Je n'aurai aucun état d'âme. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent, c'est la Guinée. Pas de détenus politiques en Guinée, il le dit le président de la République. C'est une campagne d'intox alimentée par RFI et France 24. Nous, on n'a jamais mis de président en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques, malgré la campagne. Parce que vous savez, les journalistes français, ils ne respectent pas les chefs d'État africains. C'est pourquoi RFI et France 24 racontent ce qu'ils veulent. 2021, une année impaire. Elle fera date pour les Guinéens, promet le chef de l'État. C'est l'année 2021 et l'année de la transformation complète de la Guinée. Un discours musclé devant des hommes d'affaires venus tâter le terrain. Ils auront été largement servis. Les droits de l'homme au cœur de l'action des Nations Unies en Guinée. Ce mercredi, ici à Conakry, un atelier a réuni les parties impliquées dans l'exploitation minière. Objectif, établir un cadre de coopération pour le respect des droits des communautés impactées par l'exploitation minière. Malik Sengana Kamara et Yacouba Traoré signent ce reportage. Ce cadre de concertation fait suite à une étude diligentée en 2020 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée auprès des acteurs principaux de l'industrie extractive. Il vise à mener des actions de sensibilisation des populations locales impactées dans les zones minières sur leurs droits et les mécanismes de réclamation appropriés. Ce que nous venons de faire avec dans le secteur des mines était au cœur des préoccupations et des recommandations qui ont été formulées pour avancer la protection des droits économiques, socio-culturels, du droit au développement et de tous les droits de l'homme en Guinée. Nous sommes heureux que ces différents acteurs aient adhéré à ce cadre de coopération. Donc c'est un travail d'accompagnement qui est l'un des premiers pas dans la mise en œuvre, la réalisation des engagements de la Guinée en matière de droits de l'homme. Le constat sur le terrain montre que les acteurs miniers ne maîtrisent pas totalement les instruments et mécanismes garantissant le respect des droits de l'homme dans le secteur extractif.
Avec cet accompagnement de l'ONU, l'ensemble des acteurs du secteur minier pourrait relever des défis. Nous allons ensemble procéder en bonne intelligence, avec de larges ouvertures, à la mise en œuvre de différentes actions sur nos sites et au niveau de nos différents partenaires et parties prenantes sur le terrain, notamment les communautés, les organisations de la société civile et même les médias. Donc ce sera une coopération active et soutenue dans laquelle nous allons nous investir parce que nous sommes conscients d'un fait, c'est que dans le domaine des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des insuffisances à combler. On a à profiter de l'expérience du système des Nations Unies, l'expérience accumulée au fil des décennies partout dans le monde. Donc on a tout intérêt à nous inspirer et à travailler en bonne intelligence avec cette organisation pour pouvoir rehausser notre niveau de respect des droits de l'homme. La mise en place d'un cadre de coopération facilitera entre autres les échanges d'informations et éviter les conflits de compétences au niveau des structures chargées et faire le suivi du respect des droits de l'homme. Justement, le droit à la santé, à l'éducation et à un bon cadre de vie, les acteurs des industries extractives doivent prendre tous ces aspects en compte pour le bien-être des communautés locales impactées par l'exploitation minière. Le président de la Chambre des mines précise que ce cadre de concertation fera de sa priorité la satisfaction des réclamations des impactés. Il est au micro de Malik Sangiana Kamara. Les compagnies minières sont préparées à apporter des ressources parce que dans le cadre de leur responsabilité sociétale, dans le cadre de leur responsabilité vis-à-vis des communautés, vis-à-vis des familles de nos employés, nous avons forcément des ressources pour faire face aux droits fondamentaux. Le droit en matière de santé, droit en matière de scolarisation de leurs enfants, droit en matière de préservation de la base de ressources qu'ils ont, donc l'environnement. Donc nous avons les ressources disponibles pour cela. Chaque compagnie va déterminer ce qu'elle pourrait mettre dedans pour que nous fassions de façon synergique un travail bien concerté et qui aboutisse aux résultats escomptés. On reste avec les mines. Un concours débat sur la gouvernance des industries extractives en Guinée a été organisé ce mercredi à Conakry. Une compétition entre jeunes diplômés sur la gestion des mines. L'objectif pour Action Mine Guinée consiste à inciter la jeunesse à s'intéresser à la gouvernance minière en Guinée. Justin Leno, Ibrahim Assouma. Sur 44 candidatures exprimées, seulement 5 jeunes, dont une fille, ont répondu aux critères pour participer à cette compétition. À tour de rôle, les 5 candidats débattent chacun sur les progrès, les défis et les recommandations sur les industries extractives en Guinée. L'objectif de ce débat est de susciter l'intérêt de l'élite intellectuelle sur le secteur minier, qui est un secteur important pour l'économie nationale. Et en croire en fait les chiffres du rapport ITIE 2018 qui parle de 78% des recettes d'exportation et 32% des recettes. Après plusieurs interventions des candidats, le jury composé de 3 membres les a tous déclarés vainqueurs avec des récompenses différentes en fonction du rang occupé par chacun. Ce prix est une motivation et c'est aussi une reconnaissance à l'endroit de la jeunesse de Guinée. Ça montre que dans ce pays, on a du talent, on a du potentiel au niveau de la jeunesse qu'il faut valoriser. Les mines emploient 6% de la population guinéenne selon le rapport 2018 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour le ministère des Mines et de la Géologie, ces chiffres pourraient accroître avec l'implication de la jeunesse. Le secteur minier guinéen, comme vous savez, à travers les chiffres qui existent, est déjà assez boosté. Maintenant, connaître ces boosts-là, connaître ces réformes, connaître ces résultats, je crois une telle initiative concourt surtout à cela. Parce que ça renforce un peu la communication sur ce qui se fait sur le secteur minier, notamment auprès de, comment on appelle ça, d'autres publics. Des initiatives comme ces concours débat qui visent à améliorer le secteur minier de la République de Guinée ne sera pas la dernière, selon les responsables.
Grogne ce matin au département de l'éducation. La cause, près de 2000 enseignants ne sont pas entrés en possession de leur salaire il y a 2 mois, ce qui est inacceptable, dénonce le syndicat national de l'éducation. Par contre, le ministère de tutelle a rassuré et promet de rétablir les contestataires dans leurs droits. Djibril Kabak Kamara. Ces cris de cœur montrent que ce groupe d'enseignants sont à bout de souffle. Ils réclament leur salaire depuis 2 mois, mais en vain. Selon ce syndicaliste, leurs noms ont été omis lors d'une mission d'inspection l'année dernière. Période Covid, nombre d'enseignants alors n'ont pu répondre au lieu de recensement. Vous imaginez comment est-ce que ces enseignants-là sont en train de vivre. Au jour où je vous parle, il y a même certains d'entre eux qui sont délogés de leur logement parce que ça fait maintenant 2 mois qu'ils n'ont pas payé les salaires. Ont-ils été suffisamment sensibilisés pour cette opération de recensement? Qu'à cela ne tienne, le SNE, autant que faire se peut, les a soutenus. Pas question de les abandonner. Finalement, le déplacement était très difficile à l'intérieur, même de Conakry, à plus forte raison pour ceux qui sont à l'intérieur. Donc, beaucoup d'entre eux n'ont pas été vus. Et même parmi ceux qui ont été recensés, il y a certains qui n'ont pas été payés en fin janvier. Ce porte-parole du ministère de l'Éducation est aussi concerné par cette situation. Il appelle au calme au terme d'une discussion on ne peut plus claire, chaude. Moi-même, j'en fais partie. Mais pour moi, cette fois-ci, mon salaire est venu sur mon bulletin, mais sur moi. Alors maintenant, aujourd'hui, on est convenu, il y a au moins 750 qui ont déposé leur dossier. Donc on a fini par dire, l'inspection générale a fini par dire qu'ils vont nous ramener ces 750 de cas avérés, donc de cas contrôlés, et le département va le retourner pour dire oui, ces 750 cas sont vraiment nos enseignants, et en ce moment, ils vont être pris en compte. Il faut rappeler encore que l'origine de cette mésentente est le recensement amorcé par le département de l'éducation en vue de détecter des enseignants fictifs. Les résultats d'une telle démarche, Zadis a pu trouver 1515 personnes non conformes. Lutte contre Ebola, le personnel de santé reste le plus exposé. Comment protéger ces infirmiers et médecins? La France, dans son soutien à la Guinée dans la lutte contre cette épidémie, pense à leur équipement. C'est un lot de tenues de protection destiné donc au personnel de santé qui a été présenté ce mercredi. Un geste qui témoigne aussi des bons rapports diplomatiques entre Paris et Conakry. Idrissa Bari commente les images de Mohamed Alousseni Kamara. La coopération bilatérale entre la France et la Guinée se porte bien. En témoigne ce geste du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères à travers son service Action Humanitaire France qui vient de remettre à la Guinée un lot de vaccins contre Ebola et des tenues de protection individuelle pour les agents de santé. Ceci pour freiner la résurgence de cette pandémie. Dans ces cartons, vous avez plus de 500 kits de protection spécialisés Ebola qui vont permettre d'équiper les personnels soignants, médecins ou assistants médicaux, dans les contacts qu'ils auront avec des patients, soit des patients avérés, soit des cas suspects, soit aussi, et ça va être encore plus important, la chaîne de vaccination qui est en train de se mettre en place. Nous avons déployé déjà en Guinée forestière ce qu'on appelle un poste médical avancé qui a été déployé par des personnels guinéens formés par la protection civile française. Mais c'est un don là aussi de tentes et d'équipements qui permettent justement les premiers soins et les vaccinations. Entre 2014 et 2016, plus de 115 agents de santé sont décédés de la maladie à virus Ebola. D'où la nécessité de protéger le personnel de santé en premier afin d'être sûr et capable de maîtriser cette maladie. La Guinée compte sur la coopération bilatérale et multilatérale pour en finir avec cette autre crise sanitaire. Portait en grande partie sur la disponibilité des vaccins d'un côté et les équipements de protection individuelle pour nos médecins et nos infirmiers qui sont en fait en ligne de front par rapport à Ebola. Nous avons été très heureux de constater que la France a engagé une double action, bilatérale d'abord, pour s'assurer que les équipements de protection individuelle étaient acheminés à Conakry dans un temps record,
en utilisant le mécanisme européen de protection civile qui a transporté ces équipements ici très rapidement. De l'autre côté, au niveau bilatéral, avec les partenaires de la Guinée, au niveau du système des Nations Unies, l'OMS a fait parvenir des vaccins ici. Selon les autorités sanitaires, tous les contacts recensés à Conakry ont été vaccinés ce mardi, alors qu'en région forestière, la campagne se poursuit sur le terrain. Plus de 1300 enfants âgés de 0 à 59 mois vivant dans 20 districts de la Guinée doivent bénéficier de la vaccination contre la poliomyélite. La campagne d'interruption de la circulation et de la transmission du poliovirus est prévue du 26 février au 1er mars 2021. Les membres du programme élargi de vaccination l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une conférence de presse à Conakry. L'objectif est de sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent à la vaccination pour éradiquer la maladie du pays. C'est un compte rendu de Fatoumata Bintabari et d'Ibrahima Sourikama. C'est après la nouvelle détection des cas de poliovirus en Guinée que le programme élargi de vaccination lance une campagne de son interruption dérivée de la souche vaccinale type 2. Ceci concerne les enfants de 0 à 59 mois, qu'ils soient vaccinés ou pas. Nous allons utiliser un vaccin, le monovalent type 2 pour cette vaccination. Le défi, c'est vraiment vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans, en tout cas dans cette région-là. Nous avons déjà commencé la vaccination dans les 18 districts en 2020. Nous sommes en train de continuer actuellement sur les 20 autres districts de la Guinée. Cette vaccination va s'effectuer dans 20 districts sanitaires des régions de Conakry, Boké, Labé, Mamou et Kindia. La campagne est accompagnée par l'OMS et l'UNICEF. Nous irons intervenir dans la formation des vaccinateurs, la formation des superviseurs, la planification, dans la vaccination même. Et ensuite, vous savez que c'est le pays qui tient les experts du ministère et le personnel du ministère. On travaille ensemble. Donc voilà à peu près sur le plan opérationnel, sur le plan de la planification, plan stratégique, on travaille ensemble. En collaboration avec la structure organisatrice, le gouvernement compte sur la coopération des populations afin d'éradiquer la poliomyélite dans le pays. Aider les enfants à évoluer dans un environnement habilitant parce que nous savons que la réinfection est possible. Et ensuite, n'oubliez pas le mouvement de la population. Tant que toute la région africaine n'est pas vraiment indemne de polio, on n'est pas à l'abri. Donc c'est de fournir des efforts de vaccination pour aider à sauver les enfants de la Guinée. À en croire la structure de vaccination, le vaccin ne tue pas. Les enfants qui manqueront la prise risquent plusieurs malaises liés à la poliomyélite, notamment la paralysie. Lancement ce mercredi de la campagne de vulgarisation du règlement de l'hygiène et de la salubrité publique en Guinée. Il s'agit du principe pollueur-payeur, une activité pilotée par les communes de Conakry à travers leur brigade de salubrité et appuyée par les membres des comités locaux de sensibilisation, les PME et quelques ONG bénévoles. Le projet est accompagné par Sanita, ville propre à travers un financement de l'Union européenne. André Mossimi Limono commente les images de nos confrères d'Évasion TV. La Guinée de plus en plus vers la professionnalisation efficace de la gestion des déchets. Désormais, le secteur de l'assainissement dispose d'un règlement. C'est la zone de transit et de tri de Solo Primo dans la commune de Ratoma qui a abrité cette cérémonie de lancement. La directrice générale de l'ANASP qui a présidé la cérémonie a mis l'accent sur l'efficacité et l'engagement des PME pour de bons résultats. La vulgarisation est tellement importante parce qu'il faut amener la population, les ménages à s'abonner. C'est ce qui peut faciliter la tâche aux gestionnaires. Pour que cela soit réalisé, il faut des PME efficaces, disponibles. Sanita Ville Propre est un projet financé dans le cadre du 11e FED de l'Union européenne et exécuté par l'Agence belge de développement Enabel. Il vise à améliorer considérablement les services d'assainissement fournis aux populations urbaines de la zone d'intervention de manière durable. Qui est nécessaire pour que les citoyens s'engagent vers une contractualisation avec les organisations de précollecte.
Ce livret d'hygiène et d'assainissement rappelle les devoirs de chacun pour des quartiers propres. Mais il rappelle aussi les droits de chacun. Ce droit, c'est d'avoir une ville assainie. Avec le soutien du programme Sanita Ville Propre, des opérations d'assainissement ont été engagées dans certains quartiers, notamment autour des zones de transit et de tri de Kakimbo et de Solo Primo. Pour le représentant du maire de Ratoma, la réussite de ces PME repose sur l'abonnement massif des populations. Aujourd'hui, nos communes disposent d'un service de précollecte et de transfert des ordures. Mais il est important de rappeler que l'efficacité, la performance et la pérennité de ce service reposent sur l'adhésion massive des populations. Après la cérémonie de lancement, les équipes mixtes seront déployées dans les quartiers pour vulgariser le règlement à travers l'approche porte-à-porte avec la distribution de l'extrait du règlement et le modèle de contrat PME ménage afin de toucher toutes les concessions. Lancement ce mercredi à Conakry d'un atelier de formation de 260 jeunes filles dans le domaine du leadership féminin. Pendant 5 jours, ces filles venues de partout à travers la capitale seront outillées en techniques de prévention, de gestion et de résolution des conflits et de violences basées sur le genre à Conakry. C'est une initiative du projet d'appui aux leaders communautaires pour la prévention des conflits sous le financement de PBF, du PNUD et de l'UNICEF. Bernard Kondounou et Aboubakar Kamara pour le compte-rendu. Elles sont 260 jeunes filles à bénéficier de cette formation axée sur le leadership et le réseautage. L'initiative est du projet d'appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des conflits éventuels liés aux élections législatives et présidentielles de 2020. Pendant 5 jours, des séries de formations seront offertes à ces jeunes filles, choisies parmi plus de 800 filles leaders des 5 communes de Conakry. Cette formation permettra aux filles qui sont présentes dans la salle, comme vous avez constaté, de croire en leur capacité de leadership, d'initier des activités qui leur permettront de se positionner au niveau des instances de prise de décision, mais aussi d'initier des activités permettant de développer leur groupement et leur association dans les communes, leur permettant ainsi de contribuer au processus de pacification, de sensibilisation et de dialogue dans les communautés. Les modules comme le leadership féminin ont été largement développés par un facilitateur en vue de les préparer dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits et des violences basées sur le genre dans la ville de Conakry. Pour la journée d'aujourd'hui, essentiellement, on a 2 modules dispensés. Le premier module, c'est sur le leadership féminin. Aussi, on va essayer de mettre à leur disposition quelques outils qu'il faut pour vraiment être le bon leader. Ça, c'est un premier module. Deuxième module ici, c'est sur le réseautage. La formation est largement livrée dans les langues du terroir pour la meilleure compréhension de ces jeunes filles. Les bénéficiaires se disent bien outillés pour désormais s'investir dans la résolution des conflits dans leur quartier. Je vais apporter la paix aux communautés guinéennes. Parce que sans la paix, il n'y aura pas de progrès. Sans la paix, il n'y a pas de reçu. Après la formation, le projet compte accompagner ces jeunes filles jusqu'à leur organisation en réseau dans leurs différentes communes. Et pour le grand angle de ce soir, nous avons côtoyé les citoyens. Ceux qui tirent le diable par la queue, mais qui, par leur détermination, arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Nous sommes allés à l'intérieur du pays, mais aussi à Tayaki, c'est dans Kobaya. Et vous allez le voir, le pays au scandale géologique n'est pas un pays où tout est facile. Mamadou Saliouba, Djibril Kabak Kamara, Aboubakardine Kamara. Vue du ciel, avec ses quelques 300 km des côtes, ses montagnes et ses ressources naturelles, la Guinée est l'un des pays les plus beaux d'Afrique, l'un des plus riches du monde. Mais vu de près, c'est un pays où vivre rime avec souffrance, à l'image de Bara dans la sous-préfecture de Moussaya, préfecture de Forêt-Karia.
Ici, pas d'électricité, pas d'eau potable. Le seul poste de santé du district, encore rénové par une ONG, n'est pas opérationnel. Le chef du poste, qui se bat comme il peut, reçoit ses patients dans une petite chambre sans le moindre équipement. Depuis 1993, les lits là ont été installés. Donc c'est les lits qui n'ont pas de matelas. Aussitôt. C'est moi-même qui a fabriqué ça pour que je puisse recevoir, soit si quelqu'un vient pour le sérum, pour placer le sérum, je couvre ça avec un drap de lit, je le fasse. Les premières victimes de ce retard, les femmes en état de famille. Sans lit d'accouchement, sans aucun moyen pour la césarienne, sans ambulance, certaines femmes peinent à s'en sortir, affaiblies par un service d'urgence inexistant. Nabintu a eu des contractions. On a cherché un véhicule en vain. On est allé à Kamalaya. Le médecin n'a rien pu faire. Il nous a demandé de partir à Forikaria. Mais en cours de route, le bébé est décédé. Fatou Kaba a eu le même problème. Elle est allée à Kamalaya. Impossible. À Moussaya, on nous a dit de partir à Forikaria. Le bébé a rendu l'âme en cours de route. Pareil pour Fatim, qui, elle, est décédée avec son bébé. Dans ce secteur du district de Kamalaya, toujours dans la préfecture de Forikaria, impossible de dissimuler la pauvreté. Les habitants, des oubliés, puisent l'eau dans une source à proximité du village. Un petit marigot traversé par une route, une source où animaux sauvages et domestiques viennent s'abreuver. Pour boire, se laver, la lessive, tout c'est avec cette eau. On n'a pas de puits, ni de forage. À plus de 100 km de Forikaria, une femme en état de famille revient de l'hôpital. Nous sommes sur la route de Tayaki, dans la commune de Ratoma, donc à Conakry, la capitale. Son village de plus de 1000 habitants n'a aucune infrastructure sanitaire. Ici, les femmes en état de famille sont contraintes de marcher plus de 2 km pour se faire consulter à Kobaya. Dans tout Tayaki, il n'y a pas de poste de santé. Que l'État nous aide. Coupée par une route inaccessible en saison pluvieuse et uniquement ouverte aux motos en saison sèche, les femmes en état de famille sont aidées par Kadiatou Yansane, la seule matrone du village. Tout se passe dans cet abri de fortune. On n'a pas de moyens. Avec les femmes enceintes, c'est grâce aux plantes que je parviens à les aider. Ici, il n'y a pas d'eau potable. Les habitants coincés à proximité de la mer sont envahis par l'eau salée. L'eau pour les travaux ménagers épuisée dans des trous, sans aucun lien avec la propriété. T'as pas de l'eau potable, ça on lave les bols avec ça, les habits, c'est ça qu'on fait avec l'eau là. Et pour l'eau pour boire, vous achetez ou bien quoi? Oui, on achète. Si c'est par pirogue qu'on a amené, on achète avec les gens là. Mais si on part en ville, là-bas on puise dans les fourrages, on amène. Mais si les gens amènent ici, on achète un bidon à 3 500. De l'eau potable, il est difficile d'en trouver. Après avoir rempli ces bidons, les enfants se lancent dans une autre aventure, sans se soucier du risque qu'ils peuvent encourir. Les enfants se blessent ici, effectivement. Il y a même eu des cas de mort ici. L'année dernière, il y a eu 2 enfants qui ont perdu la vie ici. Flottant dans l'eau, les enfants parviennent avec courage à transporter les bidons à l'autre côté du village. En République de Guinée, dans certains villages, vivre
est un combat de chaque instant. Et c'est ce reportage, ce grand reportage de Mamadou Saliou Ba qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à l'équipe de la rédaction. Portez-vous bien, restez avec nous et bonne suite de programme sur Espace TV.